Mesdames, Messieurs, merci d'être revenus pour vivre ensemble la seconde partie de cette passionnante matinée. J'espère que vous avez pu mettre à profit cette pause pour échanger entre vous, poursuivre le débat, faire connaissance, prendre des contacts tout simplement, partager un café aussi. C'était fait pour. Vous l'avez compris, cette journée se veut utile et pratique. Nous sommes tous confrontés en tant que dirigeants, responsables, managers à des problématiques concernant la sécurité, la santé, le bien-être de nos équipes. Seuls, nous n'avons pas toujours les réponses et c'est là que le réseau de compétences rassemblé aujourd'hui par le Fonds de dotation Merci joue pleinement son rôle. Alors, des réponses, des témoignages utiles et pratiques, nous allons continuer d'en recueillir de très intéressants à partir de maintenant, dans le cadre d'une table ronde que je vais avoir le plaisir d'animer avec la complicité de 3 invités experts à qui je vais demander de bien vouloir me rejoindre. J'appelle Marjorie Canon, Farid Koili et le colonel Dominique Lambert. Si vous voulez bien me rejoindre, mesdames et messieurs, sous les applaudissements spontanés du public. Bonjour à tous les 3. Prenez place. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous les 3 sur cette scène. Vous êtes heureux d'être là? Vous avez tous le sourire, c'est parfait. Vous voyez, c'est ça aussi, le bien-être au travail. Je vais faire rapidement les présentations. Marjorie Canon, bonjour à vous. Merci de nous consacrer cette fin de matinée. Vous êtes lieutenant-colonel de gendarmerie. Vous avez notamment dirigé la compagnie de gendarmerie départementale de Metz. Alors, apparemment, vous avez été responsable du Data Lab, service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, le STSI carré. Voilà, on en parlera évidemment et vous le ferez mieux que moi, c'est sûr. Je vais évidemment beaucoup m'appuyer, en tout cas sur cette expérience en recueillant votre témoignage. Mais vous avez aussi une expérience très complémentaire acquise dans le cadre de fonctions récemment exercées en tant que directrice data intelligence au sein de l'agence Talent, basée au Grand-Duché de Luxembourg, spécialisée dans le conseil en innovation et transformation par la technologie. Et votre domaine d'expertise, parmi d'autres, était notamment l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas si cette première approche vous convient pour vous présenter. Est-ce que vous souhaitez éventuellement corriger, compléter ce petit portrait? Merci pour cette présentation et cette synthèse des différentes casquettes effectivement de postes que j'ai pu avoir, notamment au sein de la gendarmerie au sein de laquelle j'étais en activité jusqu'en septembre dernier, avec des postes opérationnels et des postes plus techniques. J'ai envie de dire que le fil rouge de ces différents postes, c'est l'innovation, ma passion pour l'innovation, et particulièrement pour tous les sujets et projets impactants et qui ont du sens. Farid Koili, bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur des ressources humaines d'un très important employeur de ce territoire, ici à Metz et en Moselle, pour qui le mot santé est au cœur de tout. Évidemment, je parle du CHR Metz-Thionville. Quelques mots peut-être pour rappeler ce que représente cet établissement, cette institution, devrais-je dire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc le CHR Metz-Thionville, établissement de santé, fait partie des 32 CHU CHR de France. C'est un établissement donc, qui est issu de la fusion entre les hôpitaux de Metz et de Thionville, qui essaime donc sur toute la région, puisque nous sommes également en direction commune avec les centres hospitaliers de Boulay, de Briey par exemple. C'est un peu moins de 2000 lits sur différentes spécialités, toutes les spécialités. Ça va de la chirurgie à la pédiatrie, à la psychiatrie, au service de soins aussi pour les personnes âgées. C'est un centre hospitalier qui regroupe un peu moins de 6000 personnels. Voilà. Et donc nous sommes effectivement présents sur différents secteurs, en lien aussi avec l'Agence régionale de santé et les partenariats aussi que nous opérons avec d'autres structures, pas forcément publiques. Et j'imagine beaucoup de dossiers sur votre bureau. Colonel Dominique Lambert, merci d'être venu en renfort du capitaine Forçant, symbole d'un beau travail en équipe comme l'armée sait si bien le faire. Vous êtes, cher monsieur, directeur sécurité, sûreté, infrastructure pour les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France auprès du ministère des Armées, une fonction éminente confortée par votre conviction, on en a parlé, dont vous témoignez dans votre management fondé sur le leadership, ce mot qui a été prononcé très fort tout à l'heure par Madame Pernel. Vous considérez en effet qu'il est important de miser sur une approche pragmatique axée sur l'humain et sur la création d'un environnement de travail propice à la collaboration, voire à l'innovation. Présentation courte, mais responsabilité évidemment immense pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter pour vous échauffer ?
Alors pour s'échauffer, je vais juste me focaliser. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de fonctions, mais je dirais qu'une des fonctions, et c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, c'est la partie sécurité au travail. Donc mes services sont en charge sur donc l'ensemble de la zone Grand Est, plus Bourgogne-Franche-Comté, plus Champagne-Ardenne, de faire, entre guillemets, de s'assurer que l'ensemble de la réglementation dans le cadre de la sécurité au travail est respectée. Donc on mène des audits dans les différentes unités. Donc ça fait un peu plus de 60 unités qui vont de 200 à 1000 personnes dans cette zone-là, et de manière à pouvoir à la fois les accompagner dans l'amélioration de la santé et sécurité au travail, mais également de pouvoir les contrôler, parce que bien évidemment, en fait, c'est pas tout de mettre en place des mesures, mais il faut aussi s'assurer qu'elles soient bien prises en compte. Voilà. Exactement. Merci à tous les trois, en tout cas, de partager ces instants avec nous. On va prendre le temps de dialoguer, notamment pour recueillir vos réactions, vos appréciations aussi de tout ce qu'on a déjà pu entendre ce matin, et aussi réfléchir ensemble aux évolutions des sujets de santé, de sécurité et de bien-être au travail. Un thème qui, presque par construction, se situe au carrefour entre attentes légitimes et possibilités réelles. Les cas de figure présentés ce matin en ont témoigné, notamment le dernier. Mesdames, Messieurs, je vous associerai bien évidemment aussi à notre discussion. J'imagine que vous souhaiterez vous aussi poser un certain nombre de questions à nos invités, ou peut-être simplement apporter un témoignage, une contribution complémentaire. On fera ça en toute fin de table ronde, si vous voulez bien. Mes chers invités, depuis l'ouverture du colloque, le fil rouge des témoignages et discussions que nous avons engagés ensemble vise à comprendre en quoi la santé, la sécurité et le bien-être se situent au cœur des problématiques de l'emploi. Comment est-ce que vous appréhendez cette thématique au regard de vos responsabilités respectives? Qu'est-ce que cette accroche vous inspire de façon, on va dire, assez spontanée après avoir entendu les premières analyses de la matinée? Vous avez l'air bien parti, mon colonel. Eh bien, je vais continuer alors. Je n'ai même pas besoin de vous tendre le micro, vous l'avez déjà. Moi, je dirais qu'en fait, c'est l'homme, en fait, finalement, qui est au cœur de ces problématiques et du monde de l'emploi. Et finalement, cette richesse humaine, on se doit de la préserver. Et moi, ma mission, c'est d'assurer que, au final, quand il s'agit après d'engager, comme l'avait présenté le capitaine Forçant, des hommes en opération, et leur capacité opérationnelle soit la plus élevée. Et ça commence par justement la diminution des accidents du travail, qui sont en fait qui sont quand même une problématique particulière. Voilà. Farid Koeli, vos premières inspirations après avoir entendu tous ces beaux témoignages et exposés ce matin? Comme l'a dit le colonel, c'est l'enjeu humain d'abord qui prime sur ces questions-là, mais également aussi l'enjeu de responsabilité que nous avons à nos fonctions, de pouvoir justement réussir à concilier les impératifs qu'impose l'organisation de nos structures, mais aussi les impératifs en termes de sécurité, de bien-être de notre équipe, dans une finalité d'amélioration des conditions de travail et de stimulation aussi pour le collectif que nous sommes amenés à gérer. Pour progresser ensemble. Marjorie Canon. On a vu ce matin que la thématique est de plus en plus importante aujourd'hui dans nos organisations, notamment avec des nouvelles aspirations des jeunes générations. Et c'est bien parce que ça force nos organisations et nos entreprises à prendre le sujet à cœur et pas uniquement en surface pour recruter et conserver les talents. Je vois par exemple le télétravail, c'est quelque chose de très important. Dans mes récentes fonctions, on a eu des missions en cascade de consultants quand ils étaient sur des missions sur lesquelles le télétravail n'était pas possible. Donc thématique importante, et puis équilibre parfois difficile à trouver, on l'a vu avec le témoignage du capitaine ce matin. Absolument. Alors ce que j'ai envie de soulever tout de suite, c'est sans doute le caractère très, très particulier que vous partagez d'une certaine manière assez fortement au sein de vos collectifs respectifs, servir l'autre d'abord, s'engager pour autrui. Vous êtes tous les trois dans cette dimension, me semble-t-il. Est-ce que cet élément est déterminant pour aborder notre conversation sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail? On pourrait chacun évidemment faire 4 heures sur ce sujet, mais en 1 minute chacun, comment vous l'appréhendez cette dimension? Madame Canon, je reste avec vous. Bien évidemment, c'est important, et on est dans un paradigme où le risque fait partie de la mission, l'acceptation du risque aussi. Quand on s'engage au sein de la gendarmerie notamment, on est conscient qu'on va être exposé à des missions potentiellement risquées pour servir autrui, pour protéger la population au premier abord. Pour autant, ce n'est pas parce que ce risque est accepté, plus ou moins consciemment d'ailleurs, qu'il faut mettre cette thématique de côté. Et j'ai envie de dire que ça impose peut-être même encore plus de responsabilité à l'institution. Presque à contrario, oui. Pour prendre en compte cette thématique, prévenir et accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Monsieur.
Alors effectivement, dans nos structures, servir l'autre, ça fait partie de l'ADN, que ce soit du médecin, de l'infirmier, de l'aide-soignant. Et par rapport à la thématique que nous abordons aujourd'hui, lors du Covid à l'hôpital, donc l'idée qui a émergé, en tout cas qui est revenue, c'est le bien-être pour bien soigner. Hein, c'est un postulat de base, effectivement, qu'on avait peut-être perdu de vue, mais qui nous semble indispensable justement pour arriver à cette finalité. En tout cas, qui n'était pas exprimé. Qui n'était pas suffisamment exprimé, parce que dans un quotidien, effectivement, assez dense, hein, et dans le feu de l'action, ce postulat a été on va dire, repositionné justement pour aller de pair avec la finalité de soigner et de servir l'autre. Pour compléter tout ça, moi je dirais que c'est un peu le moteur de l'engagement, enfin de notre engagement à tous, hein, d'aller vers les autres, et finalement ça nous donne une grosse responsabilité vis-à-vis de nos personnels à nous. Alors, moi, à travers mes fonctions, je représente finalement la responsabilité du ministère des Armées vers l'ensemble des personnels militaires, mais qui est justement de leur permettre de s'engager sur cette voie de servir les autres de la meilleure des manières, et la meilleure des manières, c'est d'être encore une fois opérationnel et de pouvoir le faire au mieux. Voilà. Alors, je voudrais qu'en quelques minutes, on explore avec vous vos trois univers respectifs qui, à bien des égards, partagent des similitudes. Pour autant, ils ont aussi leurs spécificités. Quels sont les risques les plus fréquents que vous rencontrez dans vos organisations respectives? Est-ce qu'on peut en lister les plus importants en fréquence, mais aussi surtout en danger encouru? Farid Koeli, je commence avec vous. On a bien sûr en tête quelques éléments. Comment est-ce que vous abordez cette question des risques en matière de santé, de sécurité et de bien-être en situation de travail à l'hôpital? Alors, pour lister déjà les principaux risques à l'hôpital, bien entendu, il y a le risque biologique, hein, avec les épidémies, la grippe, la gastro, etc. Effectivement, c'est des choses sur lesquelles on met en place, on déploie des stratégies justement pour contenir, en tout cas, ou bien pour prévenir ces risques-là. On a également tout ce qui est risque autour des accidents d'exposition au sang, tout simplement par la manipulation de piqûres. Donc là aussi, on a toute une logique d'accompagnement et de procédures qui nous permettent de prendre en charge assez rapidement lorsque le professionnel est exposé à ce type de risque. Et un des derniers risques aussi qui n'est pas à sous-estimer, c'est le risque au niveau donc, de la manipulation du patient, du résident aussi, quand on est dans des structures qui prennent en charge des patients, des personnes âgées. Donc, et là, on le verra un peu plus tard, mais on a déployé tout un arsenal, on va dire, d'appui technique justement pour soulager le soignant et prévenir tout ce qui tourne autour des troubles musculo-squelettiques notamment. Alors justement, M. Koeli, est-ce que vous disposez de données qui nous permettraient d'avoir une vision sur les cas d'incidents, d'accidents, de problèmes en tout cas qui surviennent dans l'exercice des différents métiers exercés au sein de l'hôpital? C'est évidemment juste pour se faire une idée. Comprenez bien ma question, il n'y a aucun point de focalisation particulier à faire évidemment. Alors par année, on recense dans notre structure un peu moins de 400 accidents de travail, accidents de service ou maladies professionnelles. Je vous le disais, donc on a une répartition aussi en termes de type d'accidents. On a les accidents de trajet aussi, qu'on prend en compte énormément dans nos structures, compte tenu aussi du fait que la quasi-totalité de nos personnels sont amenés à effectuer des cycles de travail en jour, en nuit, avec des cycles assez longs, parfois en 12 heures, 12h30 aussi. On a bien sûr aussi la maladie professionnelle. On a eu pas mal de déclarations sur l'année 2020, vous vous en doutez, avec le Covid. Sur 2020, ces déclarations sont de l'ordre de 240, donc beaucoup plus que la moitié de ce qu'on peut recenser sur une année. On a également donc, tout ce qui tourne autour donc, des accidents, on va dire, un peu plus classiques, c'est-à-dire manipulation, agression aussi, parce qu'on prend aussi en charge dans des structures qui sont complexes. Je pense notamment aux urgences, je pense notamment aussi aux services de soins qui sont au sein d'établissements pénitentiaires. Donc ça, c'est un risque un peu nouveau qui apparaît ou ça a toujours été un petit peu dans l'exercice de ces fonctions-là je ne vais pas dire courant, mais... C'est pas un risque nouveau, mais en tout cas, c'est un risque qui se majore. On l'observe ces derniers temps. Du coup, avec l'évolution aussi du profil de patients, l'évolution aussi de la prise en charge, l'évolution sociétale in fine, quoi.
Mon colonel, pas besoin de faire un dessin pour comprendre que les risques sont quasiment omniprésents chez les soldats. Et votre collègue nous l'a très bien expliqué. Comment est appréhendée cette question si je la traduis en termes de prévention, santé, sécurité, voire de bien-être? On a bien vu que c'était un peu difficile d'associer ces notions. Comment vous percevez ces éléments et comment vous imprimez votre rythme sur ces questions-là à vos équipes? Alors je pense que la présentation du capitaine avait cet avantage-là de bien vous montrer finalement qu'il y a une sorte de dichotomie qui va s'installer en fait dans l'ensemble des personnels de la défense qui sont à un moment donné en métropole et donc à ce moment-là qui sont sujettis au code du travail et donc à la réglementation et donc à toutes les mesures qui sont mises en place, qu'on peut retrouver, qui sont complètement identiques. Dans la première présentation qu'on a eue ce matin, j'ai exactement retrouvé ce qu'on a dans nos régiments. Et à un moment donné, il y a ce passage, ce sas vers l'opérationnel qui va faire que les gens vont devoir s'adapter. Ça nécessite beaucoup de formation pour arriver à faire qu'on passe d'une situation, on va dire, normale à une situation qui est anormale de la meilleure façon possible. Les chiffres qui ont été montrés en termes d'accidents du travail en opération. Alors là, bien évidemment, on ne vous a pas présenté tout ce qui concerne proprement le métier de militaire, donc les morts ou les blessés en opération, mais uniquement la partie accident du travail. Et on voit bien que voilà, il y a ce suivi-là. Donc le suivi veut dire d'ailleurs il y a de la prévention avec les difficultés qu'on a pu voir, mais qu'on essaie de faire au mieux, de parer au mieux. Donc, mon colonel, vous avez forcément connaissance de situations où des personnes ont été mises en danger, accidentées, blessées, voire pire. Si oui, j'imagine que le débriefing est une procédure absolument essentielle pour comprendre et essayer de corriger les choses. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est toujours en fait un constat, ou en tout cas toujours très... c'est toujours un drame d'avoir finalement un décès en opération, d'autant plus quand c'est un accident de la route, quand c'est un problème dans un garage, le capitaine en parlait, sur un problème de changement de pneu ou autre. C'est difficile d'expliquer à la famille que finalement leur fils, leur père, est mort en opération parce que pour des problématiques de travail. Donc, qu'il soit mort, entre guillemets, en donnant sa vie pour sa mission, c'est dur, mais en même temps, c'est compréhensible parce qu'il s'est engagé pour ça. Quand c'est un accident de travail, ça devient vite problématique. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai quand même fait beaucoup d'opérations où finalement, les décès, les blessés en opération étaient souvent dus à des problématiques liées au travail. Donc il y a un effort qui est redoublé pour ça. Pour éviter justement cet accident. Moi, j'ai vécu l'accident en fait, dont le capitaine parlait, donc c'est vrai que c'est toujours problématique. Et on le vit très difficilement. Et donc les enquêtes qu'on mène, il y a des enquêtes qui se font. Alors il faut savoir qu'au niveau du ministère des Armées, on a notre propre inspection du travail qui fonctionne exactement comme l'inspection du travail ailleurs. Donc on en a, les gens en ont tout aussi peur, ou en tout cas ils font tout à fait attention quand cela arrive à l'improviste dans les unités. Mais on travaille en partenariat avec eux pour justement arriver après, en termes d'audit et de documentation qu'on va sortir, prendre en compte ces retours d'expérience pour aller vers le mieux. Progresser. Madame Canon, exercer son métier au sein de la gendarmerie nationale présente évidemment certains risques également. Quels sont les degrés de risque que vous évaluez et comment est-ce qu'ils sont catégorisés? Comment les personnels sont-ils sensibilisés à ces questions? Alors sans parler forcément de degrés, il y a différentes catégories de risques. Et pour parler vraiment spécifiquement de ceux qui sont inhérents à la gendarmerie, alors on a les risques physiques et les risques psychiques. Parmi les physiques, les plus évidents, et je pense que toutes et tous, on a en tête des exemples qui sont relayés par les médias, c'est les agressions et les violences à l'encontre des forces de sécurité intérieure. Les chiffres pour 2022 sont sortis officiellement hier dans le rapport annuel, donc je peux aisément en parler. On est autour de 2500 victimes d'agressions, ce qui n'est pas négligeable du tout, parce que ça correspond à 2% des effectifs. En ce qui concerne la sensibilisation, le colonel en a parlé, la formation c'est le socle de tout ça, avec des formations notamment à l'intervention professionnelle, qui, même si on ne peut pas éviter l'exposition au risque, permet de donner les clés pour améliorer la sécurité de soi et d'autrui. Et puis, de façon un peu moins évidente, on a des risques psychiques qui vont être associés notamment aux situations auxquelles on fait face, parce qu'on se retrouve dans diverses situations complexes et parfois dramatiques, avec des expositions à la mort assez importantes. Et donc, en fonction de la situation de personnel de chacun, ça peut conduire à des situations de fragilité.
Et là-dessus, en termes d'accompagnement, c'est la même chose. On a des sensibilisations régulières qui sont faites par des professionnels et des psychologues, sensibilisation au personnel, mais aussi au management de proximité, parce qu'il y a un rôle très important du chef pour déceler les situations problématiques et les accompagner. Est-ce que vous-même avez été confronté à ce type de situation et si oui, comment est-ce que vous avez agi? Quelles décisions avez-vous prises au moment où les choses surviennent? Juste pour qu'on comprenne comment ça se passe dans la vraie vie. Bien sûr, alors pour parler vraiment des risques psychiques, alors je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais on a eu certaines situations, je pense notamment, alors c'était dans ma première affectation dans le Var, où on a eu une enfant de 3 ans qui est décédée dans un parc aquatique, et c'est notamment une jeune chef qui l'a découvert et qui a dû annoncer à la famille. Donc à partir de là, forcément, et elle-même avait une enfant du même âge, donc ça crée des situations qui peuvent être problématiques. Dans ce cas-là, et ça fait partie de la procédure, hein, on a fait appel à une psychologue qui est venue faire un accompagnement collectif, voir si les personnels avaient envie d'en parler sur le moment, et puis en accompagnant un peu plus long terme. Et puis dans d'autres cas qui peuvent être un peu plus poussés, j'ai déjà eu à 2 reprises l'obligation d'aller retirer l'arme de service de personnel. C'est aussi une des choses à faire quand on voit qu'il y a une certaine problématique. Avant de parler d'expérimentation ou de solutions que vous mettez en place pour répondre à ces problématiques de risque, un mot encore ou plusieurs, si vous voulez, bien sûr, sur les mentalités ou plutôt la culture santé et prévention au sein de vos univers respectifs, et ce pour compléter ce que vous venez de nous expliquer avec beaucoup de transparence. Je vous en remercie évidemment. Quels en sont les marqueurs, les dispositifs, les procédures et le degré d'acceptation aussi par les individus, parce qu'on a affaire à de la pâte humaine. Prenons le cas de la gendarmerie nationale, Madame Canon. Quelle réaction vous inspire mon questionnement? J'ai le sentiment que l'institution gendarmerie nationale, pour la connaître un petit peu, est plutôt prévenante en matière de santé, de sécurité et de bien-être, en tout cas de prévention. Est-ce que vous pouvez décrire la culture qui prévaut en la matière et la manière dont elle est partagée et diffusée? Alors on peut toujours faire mieux et on peut toujours faire plus, hein, mais en tout cas, mon opinion personnelle, c'est que la gendarmerie effectivement fait beaucoup sur cette thématique. Ça passe notamment par la formation et la formation initiale, ce qui fait que les mentalités changent aussi, et puis les jeunes nous font évoluer dans ce domaine-là. Rien qu'en 10 ans, moi j'ai vu une évolution très positive sur certains aspects, notamment sur tout ce qui est port des équipements de sécurité. Il y a 10 ans, dans mon unité, certains étaient assez réfractaires à l'idée de porter le gilet pare-balles, d'autant qu'à Grimaud, en été, il fait plutôt 35 degrés. Aujourd'hui, je ne vois pas un seul gendarme qui part en intervention ou qui est à l'accueil d'une brigade sans son équipement. C'est la même chose pour l'accompagnement des psychologues, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est systématique et c'est rentré dans les mœurs. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de faire appel à un psychologue pour un accompagnement. Donc c'est très positif. Donc tout ça, ça vient d'une volonté politique de l'institution et des chefs. Et malheureusement aussi, c'est les événements dramatiques qui font évoluer les choses. Un exemple encore très personnel. Il y a 11 ans, donc j'étais dans le Var. On était la brigade limitrophe à Colobrières, où on a eu deux gendarmes tués, assassinés dans l'exercice de leur fonction. Ça a aussi marqué les esprits, et à la suite de ça, je peux vous assurer que ceux qui étaient réfractaires à partir avec leur arme chargée ou avec leur équipement de sécurité, ils ont changé leurs habitudes. Ça calme un peu, si on peut le dire comme ça. Colonel Lambert, est-ce que le sujet de la sécurité et de la santé demeure comme quelque chose que l'on considère uniquement sous l'angle de la contrainte? Je reprends vos termes de tout à l'heure. Et est-ce qu'on peut tout de même aborder plus ou moins facilement le sujet du bien-être au travail? Je mets toujours des guillemets quand je vous parle dans votre univers, même s'il est si particulier. Après tout, vos hommes, ce sont d'abord des hommes, des femmes et des hommes, bien sûr. Des femmes et des hommes, oui, tout à fait. C'est vrai que... alors, je dirais que moi, je vais aborder l'aspect bien-être au travail en faisant une différenciation avec le confort. Et je pense que justement, là-dessus, on peut faire du bien-être au travail dans des conditions très difficiles, à partir du moment où on connaît les personnels et on connaît leurs attentes. Et on a en même temps, au fait, eu ce travail convaincant
de justement leur faire prendre en compte un certain nombre de problématiques. Souvent, en fait, ce que j'entends moi dans les retours quand on essaye justement de former les gens, d'informer les gens, c'est toujours le côté pragmatique. Oui, on en parlait avant des gilets pare-balles, hein, mais c'est vrai partout. C'est oui, vous me demandez de faire ça, mais ça va être compliqué, je vais pas y arriver, ça va m'empêcher, ça va durer plus longtemps, etc., quoi. Donc il y a tout un travail de convaincre les gens, mais en même temps, il y a aussi un travail justement pour les rendre peut-être un peu plus résilients sur justement des contraintes. Alors nos contraintes sont extrêmes, hein. Quand vous êtes au Mali et qu'il fait 50 degrés, c'est extrême pour travailler sous un véhicule. Et donc en fait ça passe par l'entraînement, ça passe par le niveau physique, etc., pour que justement les gens soient plus capables de résister physiquement, mais aussi intellectuellement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des préparations mentales qui permettent justement aux gens de faire que finalement ces contraintes extérieures en fait, ne viennent pas perturber la logique, on va dire, de prévention ou justement de prévention. Voilà. Farid Koueli, le sujet dont on parle revêt autant d'une forme de culture d'entreprise que de dialogue social, me semble-t-il en tout cas, l'un venant structurer l'autre. Bien sûr, comment est-ce qu'on organise le dialogue autour de ces sujets dans une organisation aussi complexe que la vôtre ? Alors effectivement, la représentation syndicale, elle est forte à l'hôpital. Donc ça fait partie j'ai envie de le dire, de mon quotidien, d'échanger, de recevoir, de rassurer, de répondre, de rendre compte aussi aux représentants du personnel qui donc prennent à cœur effectivement ces questions-là, puisqu'elles sont inhérentes au fonctionnement du service. Alors on organise le dialogue social autour de ces problématiques-là, déjà à partir d'un formalisme assez clair, puisque nous sommes dans l'obligation, en tant qu'employeur, de mettre en place des instances dédiées à ces questions-là, ce qui s'appelait le CHSCT, le Comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, qui est devenu la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Donc ce sont des réunions au cours duquel les représentants du personnel peuvent émettre des points à soulever à l'ordre du jour. Donc nous sommes amenés à effectivement débattre là-dessus, très clairement. Nous organisons ici le dialogue social au-delà du formalisme des instances obligatoires par des groupes de travail dédiés sur des thématiques précises. C'est aussi une façon de travailler en proximité et avec efficacité sur certaines situations. Par exemple, on a mis des groupes de travail sur des risques dédiés. Je parlais du risque biologique tout à l'heure, le risque physique, le risque psychique, le risque chimique, les risques psychosociaux. On a essayé donc de composer un certain nombre de temps dédiés justement pour aborder avec eux et tenter de désamorcer aussi des situations qui peuvent, si elles perdurent, devenir complexes et explosives. On organise aussi le dialogue social par des contrats aussi avec les syndicats. Des contrats, ce qu'on appelle les contrats locaux d'amélioration des conditions de travail. Donc ce sont des contrats dans lesquels on formalise tout un pan en fait, d'aide que l'établissement s'engage à investir sur telle ou telle thématique, par exemple. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, j'ai des alertes quasi quotidiennes, donc ça fait partie aussi du relationnel, on va dire, en one-to-one avec les OS. Vous êtes un pivot, finalement, par rapport à cette problématique. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que le réceptacle. Venons-en à vos expériences respectives, vos initiatives, vos innovations en faveur, c'est aussi le thème de la journée, en faveur d'une meilleure prise en compte de la santé, de la sécurité et de bien-être au travail. Certes, vous l'avez dit, la mission avant tout, et en même temps, vous l'affirmez tout autant, l'humain avant tout. Alors, quelles possibilités, quelles actions, quelles innovations, quelles inspirations pouvez-vous partager avec nous ce matin ? Mon colonel, je vous laisserai nous dire si vous partagez cette idée, mais on peut avancer l'idée que l'homme reste le facteur numéro 1 dans l'accident ou le presque accident. Certains se reconnaîtront dans cette citation. Si je traduis des choses par un questionnement, comment, par le biais de la science ou des technologies, comme celles liées au numérique, influer sur le comportement humain pour éviter l'erreur et protéger l'humain. Il existe des projets de recherche et d'expérimentation qui vont dans ce sens. On peut évidemment citer les travaux ici à Metz de la chaire Behavior portée au sein de l'Université de Lorraine par l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz. On en parlera cet après-midi. L'armée, est-ce qu'elle s'associe à ce type de projet ? En quoi les sciences et les technologies vous sont-elles utiles sur le plan de la santé et de la prévention ? Alors je dirais que le champ d'expérimentation des armées dans ce domaine-là sera plutôt en fait sur les
les situations, on va dire, extraordinaires, hein, donc les situations à l'extérieur du théâtre national, enfin du territoire national, pardon, pour justement en fait arriver à diminuer le risque sur des choses qui sont imprévisibles. Donc on va aller travailler sur des choses qui sont très, très pragmatiques, que ce soit à la fois l'ergonomie de nos véhicules, que ce soit sur les exosquelettes, enfin tous ces moyens-là qui permettent justement de faire que les personnels soient le moins sujets possible à des risques liés en fait à des contraintes particulières. Maintenant, en fait, dans la partie numérique dont vous parliez, je verrais des pistes d'approche qui sont plutôt dans la partie simulation. Hein, et donc, je reviens à mon sujet d'avant qui était la formation et l'information des gens. Et donc, en fait, la simulation, la partie 3D comme ça, qui permet justement ou de répéter des gestes qui sont compliqués, ou à la fois justement de mettre les gens dans des situations, finalement, parce que la meilleure des expériences est celle qui est malheureuse. Alors, on ne la souhaite pas à tout le monde, mais quelque part, la simulation permet de tester en fait le risque tout en sortant finalement vivant du jeu. Et je pense que c'est peut-être une des approches qui peut être la plus marquante pour les personnels, puisque des fois, certaines personnes, vous avez beau leur répéter plusieurs fois les choses, et ils comprennent que le jour où ils se prennent le doigt dans la porte. C'est ça. Malheureusement. Farid Koeli, quels sont les principaux dispositifs que vous avez mis en place dans vos différentes entités pour assurer la sécurité et la prévention de tous vos salariés? En quoi les technologies modernes vous aident-elles dans cette démarche? L'idée est de partager évidemment des éléments concrets, s'il y en a, mais je sais qu'il y a un travail sur ces questions-là. Effectivement, on a opéré un investissement massif en aide technique pour justement soulager et accompagner dans les gestes du quotidien. On faisait le calcul en préparant cette intervention. Sur ces 7 dernières années, on a investi plus d'1 million d'euros justement sur ce volet-là. Alors ça se traduit très concrètement par ce qu'on appelle je vais prendre un exemple qui va être parlant, par des timons motorisés. C'est ce qui permet justement aux brancardiers de transporter le lit du malade. Un lit, c'est plus de 200 kilos quand même. Donc il est debout sur un engin, on va dire, électrique et qui lui permet de guider sans, on va dire, manipulation intense. Et c'est pas un transpalette, on est d'accord? Et c'est pas les transpalettes, non, pas du Merci, tout. Non. on a bien écouté. Donc du coup, c'est vrai que c'est un soutien, par exemple, qui nous a permis de limiter les risques et les troubles musculo-squelettiques. Ce qu'on a mis en place aussi, ce sont des dispositifs qui visent à concilier aussi la vie personnelle et la vie professionnelle. Dans nos structures, on a un personnel qui est essentiellement féminin, plus de 80% de la population. On a travaillé notamment sur la mise à disposition de salles d'allaitement. C'était une demande qui nous a été formulée, justement, de permettre justement aux mères de pouvoir avoir un espace dédié, chose qu'on n'avait pas identifiée dans notre spectre, on va dire, de politique sociale. Et ça a été formulé justement par l'intermédiaire du dialogue social. Et on a trouvé que l'idée, elle était d'une part légitime et intéressante à mettre en place. On a également travaillé sur d'autres mesures, mais qui relèvent un peu plus effectivement de nouvelles technologies, puisque le CHR a investi sur une application dédiée de relation entre l'agent et son administration digitale par son smartphone, qui permet justement de passer des informations, de faciliter ses démarches, d'avoir des informations et des conseils utiles sur des dispositifs qui existent pour faciliter les conditions de travail, mais aussi pour déployer notre politique QVT, qualité de vie au travail, puisque effectivement on a un plan assez ambitieux avec une multitude d'offres qu'on diffuse. Ça va de l'action individuelle à des actions collectives. J'allais vous poser la question de l'évolution finalement connue depuis la mise en application de la loi du 2 août 2021, cette fameuse loi, et ces décrets d'application qui ont un peu changé la manière d'aborder la question de la santé et de la prévention dans les organisations. Est-ce que tout ce que vous nous dites là est un peu une conséquence de la mise en application de la réglementation? Est-ce que la loi, autrement dit, elle est un levier pour faire vraiment avancer les choses? Effectivement, pour les mentalités, hein, bien sûr. Je vois bien techniquement, mais dans les mentalités. Effectivement, la loi du 2 août 2021 est un levier. C'est aussi une obligation. Donc, en termes d'employeurs publics,
ça nous cadre. Ça très nous clairement. oblige. Et ça comme on nous dit. oblige. Et ça, on nous le rappelle notamment lors des instances. Mhm. Ça nous a permis aussi d'augmenter la pluridisciplinarité autour de ces questions-là. Puisque ce n'est pas une question et ce n'est pas un sujet qui se fait que entre le DRH et les organisations syndicales. Il y a tout un panel d'acteurs qui entrent en compte. Et l'hôpital, c'est une cité dans la cité. Donc pour toucher au maximum les problématiques, on a besoin de s'appuyer sur des relais qui existent. Je pense notamment effectivement à l'encadrement, aux spécialistes que sont les ergonomes, les psychologues, pour nous relayer justement les difficultés du terrain. La loi nous a également permis d'avancer sur une question aussi, d'intégrer un pan qui était peu, on dirait, ou pas assez exploré au sein de l'hôpital, c'est la gestion des violences sexistes et sexuelles intra-hospitalières, avec notamment la création d'un dispositif de signalement qu'on a mis en place et qui nous permet aujourd'hui de répondre à une problématique parfois taboue, qui n'était pas forcément formalisée, ou en tout cas qui n'était pas suffisamment remontée à notre niveau. Et la création de ce dispositif-là nous a permis de comprendre que c'était un sujet sur lequel nous devons travailler à la fois en termes de prévention, mais aussi, malheureusement, aussi en termes de sanctions. Après coup. Marjorie Canon, est-ce que vous voudriez bien nous raconter en 2 mots ce qu'est le Data Lab du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure dont vous avez été responsable? De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est une structure qui a été initiée en 2019 dans le but d'expérimenter des projets autour du traitement de données au profit des forces de sécurité intérieure. Donc concrètement, c'est une équipe d'une dizaine d'experts de la donnée et du développement informatique qui vont faire des projets qui font appel à des techniques d'intelligence artificielle, donc optimisation sous contrainte, apprentissage automatique, dans l'objectif de transformer les usages métiers et d'améliorer les usages métiers, donc de faire gagner du temps, de la performance, de l'efficacité. Alors, chère madame, si j'ai bien compris, vous êtes une remarquable spécialiste de l'intelligence artificielle. En quoi le Data Lab et les technologies de l'IA vous ont-ils aidé à initier des projets en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail? Quelques applications concrètes peut-être pour notre public, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors, on a travaillé dans des domaines très transverses et très logiquement dans le judiciaire et l'opérationnel, mais aussi dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense à 2 projets que je vais vous présenter, l'un qui concerne le bien-être au travail et le second plus la sécurité. Donc pour le premier, on a travaillé en lien avec la direction des personnels militaires de la gendarmerie, donc la DRH de la gendarmerie, dans le but d'optimiser la gestion de la mobilité des personnels. Parce que comme vous le savez peut-être déjà, les militaires de la gendarmerie sont soumis à des mutations régulières, tout comme les militaires. Et c'est un sujet important dans la vie du militaire et dans la vie de sa famille. Donc on a, dans un premier temps, développé une cartographie des postes ouverts qui permet au personnel d'avoir une vision personnalisée des postes qui peuvent être compatibles pour lui. C'est-à-dire qu'en plus des informations contextuelles sur les postes, on a calculé un score de compatibilité en fonction des compétences et de l'expérience de la personne et du poste. Donc ça offre une transparence et une visibilité aux militaires qui peut se projeter un peu plus facilement. Et donc ça a été mis en place déjà sur un périmètre. Pour aller encore un peu plus loin, on a travaillé avec le gestionnaire, cette fois-ci pour aider le gestionnaire dans son plan d'affectation, parce que pour vous donner un exemple, pour gérer 150 officiers sur un périmètre précis, si on veut prendre en compte l'intégralité des possibilités, on a 10 puissance 256 possibilités, donc ce qui est un nombre astronomique et ingérable par un esprit humain. Donc on a développé avec eux un algorithme qui permet de simuler différents plans d'affectation et d'optimiser notamment donc la compatibilité forcément des compétences et postes, mais aussi la satisfaction, dans le but de maximiser la satisfaction des personnels. Dans un autre domaine qui est plus la sécurité, cette fois-ci on a travaillé sur les appels pour les interventions de gendarmerie, donc les appels au 17 qui arrivent dans un centre d'opération. Et on s'est dit qu'on pouvait analyser les différentes données relatives à l'historique de tous ces appels pour fournir un outil d'aide à la décision aux opérateurs afin de catégoriser pré-automatiquement les interventions et essayer de donner un score de dangerosité à l'opérateur. Donc en fonction, encore une fois, du contexte, de l'appel des premiers éléments et de tout ce qui va autour. Donc là, le projet est encore en cours d'expérimentation. Il fait appel à des algorithmes de machine learning.
Et le but, c'est bien évidemment d'augmenter la sécurité des interventions et donc des personnels. De vos femmes et de vos hommes qui interviennent. Alors, c'est une passionnante explication, enfin, je trouve. Elle m'interpelle sur un point précis. Bon, ma question dépasse un peu la thématique du jour, ou peut-être pas d'ailleurs, au regard des risques qui sont de plus en plus exprimés envers l'IA et plus globalement envers les technologies de l'information. Quel est votre sentiment sur le lien que l'on fait entre technologie et bien-être ? Parce que finalement, c'est le débat que vous êtes en train de poser avec votre explication. Oui, effectivement, pour parler des risques de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire qu'on touche là à l'acceptation sociale et éthique de ce qu'on peut faire ou pas faire avec l'intelligence artificielle. Pour vous donner un petit exemple, un des premiers projets sur lesquels on a travaillé au sein du Data Lab concernait les risques psychosociaux. Et plus précisément, on s'est dit qu'on pouvait analyser les données des personnels pour essayer de détecter des signaux faibles qui pourraient amener à des actes auto-agressifs, donc des suicides et tentatives de suicide. Et au-delà de l'analyse des données qui permettait de voir quels paramètres étaient importants, on a testé des algorithmes de prédiction qui scientifiquement donnaient des résultats plutôt intéressants et auraient peut-être mérité d'aller plus loin. Mais comme vous le savez sûrement, l'intelligence artificielle n'est pas fiable à 100%, tout comme une décision humaine, mais dans ce cadre-là, et surtout, en fait, les apprentissages automatiques ne permettent pas de donner un raisonnement précis et d'expliquer voilà pourquoi cette personne a été ciblée par l'algorithme. Donc potentiellement, on avait le risque de cibler des personnes sans aucune raison. Et de ce côté-là, on a décidé de ne pas poursuivre cette partie des travaux. Donc l'étude a été intéressante dans son ensemble, mais on n'a pas poursuivi plus loin cette partie-là. Pour autant, je n'ai pas envie de finir sur une note négative. Non, c'était pas l'objet d'ailleurs. Hein, je suis persuadée que l'innovation, et notamment l'innovation intelligence artificielle et la data, permettent d'apporter des améliorations positives dans plein de domaines. Il faut simplement que ça reste, dans la majorité des cas, des outils de la décision. Et le RGPD, tout ça, vous en faites quoi ? Alors bien sûr, alors on n'est pas allé plus loin, et si on avait dû mettre en production et aller plus loin dans l'expérimentation, on serait confronté à des problématiques de RGPD. Dans le cas de l'expérimentation, on avait bien entendu anonymisé l'ensemble de données. Merci à tous les trois pour ces témoignages très concrets. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez poser des questions, c'est dans quelques secondes. Je voudrais juste faire encore un petit tour avec vous, si vous voulez bien, pour vous demander comment finalement aider les dirigeants et les managers de terrain dans leur mission, principalement sur ces questions de prévention de santé et de sécurité au travail. Comment transposer efficacement les innovations dont vous parlez, les initiatives qui ont réussi pour en faire des leviers partagés de performance pour l'ensemble de la communauté qui est présente ici. Comment mieux travailler en coopération dans un écosystème où on partage les informations pour progresser ensemble. Marjorie Cannon, c'est un peu l'esprit finalement de l'offre de services que vous développez en lien avec votre fonction de data intelligence chez Talent, non ? C'était un peu ça ? Alors effectivement, déjà, je suis convaincue également que le partage de l'innovation, c'est primordial entre organisations et entre entreprises, parce qu'on peut au final répliquer beaucoup de choses et apprendre des réussites et des échecs, d'ailleurs, sur ces domaines-là. Donc les sociétés externes, donc type société de conseil, ont une plus-value à apporter dans ce domaine-là, puisqu'elles voient différents domaines et elles peuvent aider à faire le lien et le pont pour transposer les innovations. Et j'ai envie de dire, je me réjouis également qu'il y ait de plus en plus d'associations qui permettent le partage d'idées. Et le fonds de dotation Merci en est l'excellent exemple aujourd'hui, parce que ça nous permet de façon multi-domaine de partager ça. Mon colonel. Alors moi, je dirais que la meilleure façon finalement d'aider en fait les gens finalement qui sont en charge d'un certain nombre de personnes et qui ont cette préoccupation de vouloir justement préserver, c'est de leur fournir finalement une aide qui garde à l'esprit que la volonté de préserver et de protéger les gens ne doit pas non plus faire oublier l'efficacité, quoi. Je prends un petit exemple, on remonte quelques centaines d'années en arrière, c'est le chevalier qu'on va vouloir protéger absolument, et à force de vouloir le protéger, on le rend tellement lourd qu'il est plus capable de se déplacer, quoi. Et cette image-là, finalement, il faut la garder aussi dans l'entreprise, dans nos travaux, que ce soit dans des bureaux ou sur les machines. C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser la question si on veut pas,
on veut protéger ses biens, mais gardons à l'esprit qu'il faut que les gens soient efficaces. Et la solution qui a été trouvée finalement pour le chevalier, c'est qu'on a enlevé l'armure et qu'on l'a rendu plus agile. Et étant plus agile, il était plus efficace. Donc voilà, c'est peut-être le juste milieu à trouver. C'est ce qu'on essaye de faire en opération aussi, et de trouver justement ce juste milieu entre les prérequis et les obligations qui sont liées à notre environnement professionnel et l'environnement qui est un peu plus hostile, un peu plus volatile d'une opération, quoi. Voilà. Vous ne portez plus d'armure, monsieur Colli. Plus sérieusement, par C'est des rapport blues chez nous. à ma question sur mieux partager finalement cette connaissance que l'on structure dans chacune de nos organisations pour qu'elle soit mieux partagée, donc qu'on progresse. Déjà, je pense qu'il y a un point qui est indispensable, c'est la formation de notre encadrement, justement en lien avec ces thématiques santé-sécurité, et la prise en compte justement des impératifs individuelle et de la structure. Donc c'est déjà toute la chaîne managériale. Tout Ça, à c'est fait. le premier point. C'est le premier point. Le second point, c'est à mon avis, par rapport à tout ce qui concerne les innovations et l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui on a besoin aussi d'outils qui puissent être flexibles et adaptables à l'organisation, au public. Voilà, on a tous décrit nos organisations, leurs contraintes, leur mode de fonctionnement. Et pour qu'un dispositif soit, on va dire, le mieux approprié par l'encadrant, parce que c'est ça notre objectif, justement la prévention, via le cadre direct notamment, on a besoin que ces outils elles soient le plus, on va dire, en phase avec le côté opérationnel que eux vivent. Merci vraiment à tous les trois pour ces témoignages très profonds finalement. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous souhaitez, vous, interpeller nos invités ? J'ai encore plein de questions, rassurez-vous, mais en même temps, je vois l'heure qui passe, donc j'avais promis de vous donner la parole. Qui souhaite s'exprimer ? Alors, on ne voit pas grand-chose, je ne sais pas si vous voyez bouger. On est un peu ébloui, pour tout dire. Est-ce qu'il y a des... je vois une main là-bas qui bouge. Là. Et merci aux personnes qui partagent le micro. Merci beaucoup. Oui, Jean-Michel Schweitzer, Conseil en conditions de travail et relations sociales. Merci beaucoup pour la qualité déjà de cette première demi-journée, passionnante et intéressante, en particulier sur la diversité des exemples. Et je rebondis volontiers sur deux exemples. L'un dont, au colonel, vous parliez des terrains d'opération et en même temps la question de l'acceptabilité, on va dire peut-être de la mort au regard de la tâche qui était confiée aux soldats, selon que c'était des tâches de maintenance ou des tâches de combat. Et je repense aussi à la discussion qu'on a eue ce matin sur l'exposé de Pierre Nozal sur la question de l'artisanat. Et il rappelait aussi que dans une étude, on montre assez allègrement que dans l'artisanat, il y a une capacité à s'impliquer, à aller jusqu'au bout, y compris de la santé, pour faire un travail de qualité. Et ce faisant, ça m'inspire que probablement que dans la question du risque, il y a aussi la question de la rétribution et du sens du travail et du sens qu'on donne à la tâche, et de la qualité du travail qu'on réalise. Et j'aimerais bien vous entendre sur la question du coup de la participation et de la manière dont, dans les mesures de prévention que vous essayez d'animer, vous activez la question de la participation, alors tantôt des militaires, des agents, des différents métiers, vous activez la question de la participation des travailleurs et vous faites, vous essayez de faire un consensus entre l'objectif de la qualité du travail et l'objectif de la santé-sécurité, qui sont deux objectifs qui peuvent être concurrents ou opposés. Vous avez pas 4 heures, même si c'est la période du bac. Je commence ? Ok. Allez-y. Je me lance. J'irai de toute manière, en fait, dans votre question, il y a le mot du collaborateur. Enfin, je dirais que le collaborateur, finalement, il est partie intégrante de cette équation. C'est-à-dire que le collaborateur, on va lui mettre en place un certain nombre un dispositif ou un environnement qui est le plus favorable possible à son travail, de manière à ce que quand lui il arrive à son poste, quand il arrive à son bureau, il soit en capacité de pouvoir fournir la meilleure performance possible, c'est-à-dire de ce qu'on attend de lui, mais en tout cas du contrat qu'on a eu au départ, qui est le contrat de travail, qui est de je te mets à dispo. Enfin, tu as une mission chez moi, je te mets en place l'environnement et ensemble, nous allons vers cet objectif qui est finalement l'efficacité, le rendement, enfin la livraison d'un produit ou un objectif militaire, etc. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Monsieur Coeli, vous souhaitez... Sur la participation justement des agents et des collaborateurs, ça renvoie aussi à, il me semble, la question de l'adéquation de ce que nous proposons en termes de dispositifs. Sont-ils en phase avec le besoin, justement, ou sommes-nous complètement à côté? Alors, nous, pour le mesurer, effectivement, on organise et on a mis en place des minutes prévention directement, on va dire, au chevet des agents. C'est-à-dire que nous nous déplaçons avec un staff pluridisciplinaire dans les services, justement, pour traiter d'une thématique particulière pour lesquelles on a senti qu'il y avait pas une faille, mais on va dire une difficulté. Ça nous permet justement d'échanger, de donner des conseils et aussi d'entendre justement quelles sont les demandes et ce sur quoi nous pouvons encore réagir. Madame Canon, si vous souhaitez compléter, est-ce qu'il y a d'autres personnes, une fois, deux fois? Alors, ça tombe bien parce que comme je guette l'horloge, c'est vrai que le temps tourne vite, sans doute parce que vous êtes passionnant. Je voudrais faire un dernier tour avec vous, si vous en êtes d'accord. On pourra bien sûr continuer de bavarder avec vous lors du déjeuner qui va suivre. Donc, juste tenter de répondre finalement après à vos pertinentes analyses à la question formulée initialement. Comment trouver un équilibre satisfaisant entre les aspirations et les attentes légitimes des personnels et les possibilités réelles en matière de santé, de sécurité et de bien-être au travail? J'ai essayé de faire l'exercice aussi pour vous aider en tout cas, pour vous lancer en tout cas sur la réflexion. Pour moi, le triptyque idoine que je propose, il me semble simple, efficace, c'est compétences, prévention, management. Est-ce que je suis trop réducteur? Est-ce que ça peut vous convenir? Comment est-ce qu'on peut élaborer une réflexion autour de ça? Qui se lance? Madame? Effectivement, vous avez raison. Et moi, j'axerais surtout sur le rôle du management, que ce soit dans les milieux militaires ou dans le milieu privé. Le rôle primordial du chef, notamment du chef de proximité. Comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on ne peut pas réduire les risques au maximum. On essaye de les réduire, mais on ne peut pas les enlever. Et donc, le rôle du chef, et c'est un gros, c'est un gros rôle et beaucoup de poids sur ses épaules, c'est de former, de prévenir, mais aussi de déceler et derrière d'accompagner au quotidien. Monsieur Coeli, est-ce que ce triptyque vous convient? Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que... Effectivement, je souscris à ce que vous dites, mais j'ajouterais, moi, Bien sûr, un postulat aussi qui est nécessaire, c'est la communication. La bonne communication et la juste communication. Puisque on le voit à travers les exemples et les situations qui ont été listées. Bien entendu, tous les dispositifs qui sont déployés, mis en place, tout ce que nous pouvons offrir, ne fonctionne que si nous avons une communication à destination des agents, de nos équipes, de nos troupes, suffisamment, on va dire, directe, efficiente et compréhensible. Voilà. Mon colonel, je vous laisse le mot de la fin de cette table ronde. Et pour en rebondir là-dessus, c'est que moi j'ai un mot, c'est le mot dialogue. Et c'est vrai que ce dialogue, il doit être finalement fait à tous les niveaux, que ça soit sur de la part du leader qui doit donner une direction, mais une direction qui est justement qui prenne en compte ces problématiques-là, que ce soit le manager à tous les niveaux qui doit être en permanence en relation avec ses subordonnés, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Ça peut être parce qu'ils sont sur le site, mais des fois aussi parce qu'ils sont un peu plus loin, ils sont sur d'autres sites, de manière à ce que justement il y ait cette interaction et finalement quand il y a une problématique particulière, alors on a parlé beaucoup des problématiques, on va dire, concrètes, visibles, qui sont les accidents, mais il y a des problématiques beaucoup plus invisibles, qui sont les RPS et toutes ces problématiques de stress au travail qui nécessitent encore plus qu'avant, parce qu'on est dans une société qui est quand même un peu plus stressée, peut-être moins résiliente que nos parents et nos grands-parents, mais pour aussi d'autres sujets. À l'époque, il n'y avait pas de boîte mail. Quelque part, je pense qu'on se porterait tous bien s'il y avait un peu plus de mails, un peu moins de mails, pardon. Mais justement, ce dialogue-là, il est très important parce que c'est ça qui va justement créer la prise en compte ou en tout cas l'apport de solutions dans nos problématiques de travail. Vous savez quoi? C'était un bonheur de vous interroger tous les trois. Merci infiniment. On les applaudit évidemment très fort. Restez avec moi.
Mesdames, Messieurs, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que cette matinée fut des plus riches en découvertes de situations très concrètes, d'analyses pour les comprendre et de réponses pour réagir avec efficacité au service de l'humain, de son bien-être dans les organisations. On vient de le voir avec vous trois, Madame et Messieurs. Le prisme d'analyse choisi par les organisateurs qui croisent santé, sécurité et bien-être avec emploi, évolution du travail, nouvelles aspirations des travailleurs est d'une grande pertinence au regard des enjeux actuels qu'il révèle. Au cœur de ces enjeux, le sens du travail, les relations intergénérationnelles, la transmission des savoirs et des savoir-faire, la chaîne managériale, mais aussi l'innovation et les solutions technologiques. La transition est ici trouvée évidemment pour amorcer la réflexion de cet après-midi. Nous en reparlerons plus précisément dès 13h30. Alors, chers invités, pendant la pause méridienne qui nous est promise à partir de maintenant, je me permets juste de rappeler que vous allez pouvoir continuer d'apprendre, de discuter, de tester aussi dans le cadre des 6 espaces d'exposition qui ont été installés, que vous avez déjà découvert au 2e étage de cette honorable maison. Merci à vous. On se retrouve donc tous dans la salle de l'Orangerie pour profiter d'un goûteux cocktail déjeunatoire. Et on va vous y amener pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'endroit. Bon réseautage, bonne visite, bon appétit. On se retrouve à 13h30 précise pour la reprise des travaux. Merci beaucoup.